On se trouve ici devant une collection d'environ 150 bols. 150 bols qui représentent un très beau panorama de la création céramique contemporaine. Et c'est ma collection. Cette collection, je l'ai rassemblée depuis une quinzaine d'années. Le bol, au début, c'était expérimental, c'était test. On collectionne des bols avant de prendre des risques plus importants en achetant des petites pièces. C'est facile, parce qu'on peut en acheter beaucoup, on peut les stocker, et c'est pas trop coûteux. Et puis petit à petit, on est pris au jeu. Le bol devient un objet de référence, et la collection devient une collection anthologique, c'est-à-dire qu'on va avoir un panorama, on va avoir un exemplaire de tous les céramistes contemporains. Et puis l'objet devient et devient même quelque chose de familier avec lequel on est bien. C'est une sorte de prolongement du corps, c'est un objet presque anthropomorphe, puis c'est un objet aussi monde, et c'est un objet intemporel, et c'est un objet universel. Finalement, on le voit apparaître dans toutes les civilisations, dans toutes les régions du monde. Bon. Mais alors, j'ai pu faire ça aussi pour une autre raison. C'est qu'il y avait beaucoup d'offres, beaucoup de production de bols. Et pourquoi y avait-il cette offre? C'est parce qu'à un moment donné, dans cette génération, c'est-à-dire dans les années 70-80, les Européens, et notamment les Français, ont été en contact avec le Japon. Ils ont découvert le Japon. Ce qu'on découvre au Japon, c'est la cérémonie du thé. Ça naît au XVIe siècle. C'est un moment où le Japon essaye de se différencier de la Chine. Il suscite une esthétique. Il y a un maître du thé qui, du coup, demande à un céramiste de créer des bols proches de la nature. C'est un bol raku de la dynastie Raku. Alors la dynastie Raku, elle naît à ce moment-là. C'est les premiers bols qui sont créés selon ses références de simplicité, rusticité naturelle. C'est une dynastie qui continue jusqu'à aujourd'hui. On est à la 15e génération. Et ce bol Raku, il est un bol du maître de la 11e génération. Et il se caractérise par, vous voyez, ces irrégularités, la mise en valeur de la Terre. Hein, en fait, ces nuages dorés, en fait, ils résultent du fait que les mailles aient été grattées et qu'on fasse apparaître la Terre en dessous. Et si je le place, vous allez voir tout de suite comprendre, si je place à côté ce bol, il est l'œuvre d'un céramiste contemporain, pas loin d'ici, à la limite de la Dordogne et du Lot-et-Garonne, qui s'appelle Emmanuel Alexia. Et Emmanuel Alexia, il est très influencé par l'esthétique japonaise et il crée des bols personnels. Vous voyez bien que ce n'est pas la copie, mais des bols personnels qui ont cette même recherche. Et qu'est-ce qui caractérise ces céramistes? Il y a deux éléments principaux. La première chose, c'est qu'ils recherchent eux-mêmes leur terre. Ils vont chercher leur terre dans des carrières, dans des lieux, et ils les préparent. Et deuxièmement, ces bols, il est modelé, il n'est pas tourné. Et il y a tout un travail méditatif de la main qui va arriver à obtenir ce résultat. Dans cette deuxième étagère, on va voir apparaître principalement deux choses. La technologie du raku. Alors cette fois, c'est en tant que technologie que je vais en parler. Tout à l'heure, on a parlé de la dynastie. Et puis, deuxièmement, illustrer l'impact de l'engouement pour le bol pour cette génération. Parce que c'est aussi l'histoire d'une génération, l'histoire de personnalité. Alors, le raku. Le raku, c'est une technique de défournement rapide, de cuisson rapide, avec défournement brutal et enfumage. Ça, c'est la base. Bon, après, il y a différentes façons d'interpréter ça. Toute cette étagère, elle présente des bols raku, et vous voyez bien qu'ils sont tous différents. En fait, c'est assez récent, l'arrivée du raku en Europe, et elle vient par deux voies. Elle vient par une première voie qui est le livre de Bernard Leach. Bernard Leach est un Anglais qui avait vécu en Orient et qui publie en 1941 à Londres le livre du potier et la traduction française en 1973. Mais déjà, certains potiers français avaient lu le livre en version anglaise.
Et il y a une première génération de céramistes qui commence à travailler le raku, et notamment le maître du raku français, qui est Camille Virot. Donc ça, c'est 2 pièces de Camille Virot. Camille Virot, lui, n'est pas du tout influencé par la cérémonie du thé. Son travail de la matière. Et on commence à voir cet autre aspect de cette génération, le travail de la matière pour la matière. Lui, il avait fait une année de coopération en Afrique, où il s'était beaucoup intéressé aux potières africaines, et il retrouvait dans ce contact direct avec la matière, avec des cuissons rapides, en contact direct avec le feu, les mêmes émotions qu'il avait trouvées en regardant les potières africaines cuire. La deuxième voie, c'est la voie californienne. Alors la voie californienne, c'est lié à la génération hippie, à la Beat Generation. Et ça, c'est le raku comme technique de liberté. Alors il se trouve qu'un grand céramiste américain s'appelle Solner, vient en France dans les années 80 et il fait en 81 à Aix-en-Provence un workshop. Et là, il révèle à toute une génération qui a 25-30 ans de céramistes français la technique du raku. Et on va dire que le raku, c'est à la fois cette cuisson rapide et en même temps, au point de vue du sens, c'est la technologie la technique de la liberté. Gisèle Buteau-Garçon, qui participait aussi au colloque d'Aix-en-Provence, dit qu'elle continue encore aujourd'hui à travailler selon les techniques du raku américain. L'autre élément, c'est le bol. Le bol en tant que bol, raku par raku, qui caractérise cette génération et qui marque une date historique. C'est en 1985, un certain Alain Verny, il quitte le monde et il se retire au fond du parc naturel du Morvan pour se consacrer entièrement à la fabrication de bols de façon très spécifique, les créant comme des œuvres d'art. Alain Verny, il cherche dans la fabrication des bols la communion avec la nature. Alors je vais vous montrer un exemple qui est très représentatif, qui je crois est assez convaincant. Voilà une photo d'Alain Verny. Alors voilà, c'est évidemment une photo de neige, un jour d'hiver. Et si on regarde ce bol qui est là-bas, on voit bien toutes les proximités formelles entre cette image et ce bol. Et donc le mot clé, c'est écouter la matière. Voilà. C'est écouter la matière, c'est-à-dire qu'il y a une intention, transmettre une émotion, et pour arriver à ça, il faut accorder un ensemble de succession de pratiques, c'est-à-dire qu'il faut préparer ses terres, il faut modeler, il faut trouver les émaux, en l'occurrence qui vont se rétracter à la cuisson, et il faut piloter la cuisson. Donc Alain Verny pousse le plus loin possible cette expression, et il dépasse les techniques, et il utilise aussi bien le grès, ça c'est un bol en grès, à cuisson haute température, et ça c'est un bol raku, cuisson basse température. Un grand céramiste de cette époque, qui s'appelle Robert de Blander, qui a eu beaucoup d'influence pour sa génération et les générations suivantes, avait refusé toujours de pratiquer les bols, et notamment ce qu'on appelle les bols de la cérémonie du thé, c'est-à-dire les chawan, refusant de céder à l'engouement de cette génération pour le bol à thé. Et puis à un moment donné, en 2001, donc assez tardivement dans sa carrière, il décide d'y céder et il pense le faire avec dérision. C'est-à-dire un peu en se moquant des autres et en prenant les choses avec recul. Et en fait, il est pris au jeu. Et il décline ce bol dans une série de chawan, c'est-à-dire qu'il est pris au jeu de la forme du bol et de la familiarité, de la proximité, de l'intimité qu'on peut établir avec le bol. Alors dans cette troisième vitrine, ce qu'on va voir, c'est une autre technique japonaise, née au Japon à peu près à la même période, qui s'appelle le shino. On va voir aussi les grès émaillés et on va voir les cuissons au bois. Et au fond, ces trois éléments qui apparaissent un peu au même moment, dans la même logique que celle qu'on a vue avec le raku, et ça illustre aussi toute une génération. Le shino, c'est quoi? Le shino, c'est un émail sur grès,
produit à haute température et c'est un émail à base de feldspath. Alors le maître en France du Chinon, c'est Pascal Geoffroy. Le Chinon a été inventé, a été mis au point au XVIe siècle au Japon. Ensuite, il a été très largement oublié et il a été redécouvert au milieu du XXe siècle par des céramistes japonais. Et le Chinon, techniquement, c'est très différent du raku, mais ça répond aux mêmes objectifs, c'est-à-dire ça répond au fait de mettre en valeur la matière, de mettre en valeur les inégalités, les irrégularités, et vraiment de faire apparaître tout ce qui peut rendre le bol le plus proche d'une certaine authenticité, une certaine rusticité, qui va faire qu'on est vraiment le plus en contact avec l'objet. Et son expressivité, son énergie. Voilà. Je pense que ce sont des bols qui sont très énergiques. Jeff Shapiro, c'était un Américain du Bronx qui fait partie de la génération hippie et il part sur les routes avec son sac à dos, hein, tout à fait Beat Generation, et puis il atterrit un jour à Katmandou, ça arrive à beaucoup d'autres dans cette époque, et il décide de prolonger jusqu'au Japon. Il pense y passer 15 jours, il y reste 9 ans, il apprend la céramique et il devient un des maîtres américains du Chinon. Et voilà un bol, alors on voit bien la proximité, on voit bien toujours le Chinon, voilà un bol, et voilà, ces bols sont évidemment pas tournés, ils sont modelés, la terre est travaillée souvent de l'extérieur, ensuite il est évidé, et il y a des déformations, on voit bien comment on peut considérer ce bol comme un bol sculpture. Ça, c'est l'influence, les Français influencés par les Japonais. Et puis, il y a les Japonais qui font le mouvement inverse. Et voilà un bol d'un Japonais qui s'appelle Rizu Takahashi. Rizu Takahashi, il est arrivé il y a une vingtaine d'années et il s'est installé au nord de Toulouse, dans le Frontonnet, à Villaudric. Ce qui va apparaître là, c'est la cuisson au bois. Ce bol, il a été cuit dans un four anagama, c'est-à-dire un four en longueur, horizontale, avec un seul foyer et aucune séparation entre les pièces et le feu. C'est-à-dire que ce que vous voyez là, c'est des dépôts de cendres. Il n'y a pas d'émail, pour le coup, il n'y a pas même d'émail Chinon, ce sont des dépôts de cendres. Dans un four anagama, on cuit pendant une semaine, quasiment, hein, 5-6 jours, en permanence, on recharge en permanence, voilà, et ensuite on laisse refroidir pendant 3 semaines pour laisser les cendres se déposer et se fixer. Voilà un grès avec couleur d'émail, ce qui rapproche des premiers grès qu'on a vus en Europe, des premiers grès japonais qu'on a vus en Europe, qui ont été des grès avec couleur d'émail et qui ont inspiré l'école de Cariès. Sauf que l'école de Cariès, l'art nouveau, quoi, hein, l'école de Cariès s'était rapproché de la poterie populaire en grès française, il était allé à Saint-Amand en puiser, et cette période-là, cette école-là, cette génération-là, plus exactement, elle n'était, son objet fétiche, c'était le vase, c'était pas le bol. Un phénomène un peu parallèle à la découverte du raku et des bols de la cérémonie du thé. Le XXe siècle découvre les songs avec leur rusticité, hein, leur proximité avec la terre, et les émaux, deux types d'émaux finalement, des émaux temoku à base de fer, et puis les céladons. Et il découvre aussi cette forme qui a d'ailleurs été antérieure au bol cylindrique des Japonais, parce que c'était un bol conique. Et là, de nouveau, mise en perspective, dans ma présentation, je mets ces deux bols l'un à côté de l'autre, et ça c'est Girel, donc un des grands céramistes contemporains, dont toute la vie a été de rechercher cet émail métal-essence et qui est arrivé dans un processus technique très élaboré où il cherche lui aussi ses terres. Alors lui ne modèle pas, il tourne, mais il cherche ses terres, il a mis au point des fours même, il a inventé des fours, il a mis au point une succession d'étapes de fabrication avec réduction, oxydation, envoi de l'eau, etc., où il arrive à trouver ces émaux. Et cette recherche, elle est influencée par 3 bols chinois dans des musées japonais, je crois, des bols Yoen, qu'il a vus et qui, depuis toujours, l'ont fasciné.
La Chine, c'est aussi le céladon. Alors d'abord, le céladon, c'est un émail mythique, et c'est un émail à base d'oxyde de fer cuit en réduction avec une proportion de feldspath. Et on voit toutes les nuances. Le céladon, il peut être décliné de façon très claire ou aller jusqu'à, même du noir, et aller en tout cas jusqu'à des verts olives qui sont très proches des premiers céladons chinois. Le céladon, on dit en résumé souvent que c'est le reflet du ciel dans la mer. Le céladon, il a forcément une relation avec le liquide, avec la mer. Le maître français du céladon, c'est Jean-François Fouilloux. Et Jean-François Fouilloux raconte que sa première émotion vers cet émail, il l'a eue au musée Guimet devant une pièce ancienne chinoise. Et il ajoute en plus que cette pièce, elle avait des reliefs. Et ça explique beaucoup de choses. Fouilloux cherche dans le céladon la lumière, la relation avec la lumière. Le céladon, il doit émettre de la lumière et il doit recevoir de la lumière. Alors pour ça, il doit être gras, il doit être profond, et Fouilloux a recherché des arêtes qui vont créer des effets d'ombre et des effets de lumière. Le céladon, les descriptions sur le céladon, il parle de céladon lumière comme on pourrait parler de noir lumière pour soulage. Un autre exemple de céladon, c'est celui de Marcusan, qui lui aussi est inspiré des céladons chinois, et même dans sa forme, puisqu'il est inspiré des bronzes anciens chinois. Dans ce retour vers le lointain, c'est une des questions que je pose, ce que j'appelle le lointain temporel ou le lointain spatial, c'est-à-dire aller vers le Japon, aller vers la Chine, aller vers l'archéologie, il y a une espèce de retour vers l'authenticité du personnage du potier dans la société, et qui me semble assez en rupture avec une tradition décorative sur laquelle vivait l'Occident. Ce rapport avec la matière, moi je l'interprète ou je le traduis dans une forme d'expressionnisme abstrait et qui le rapproche de la peinture abstraite. Frère Daniel a publié La poterie en 1965. Champy dit que quand il a lu ce livre, il s'est dit qu'il pouvait consacrer sa vie à ce métier. Et au fond, ce que je dis de Daniel de Montmollin, c'est qu'il a deux rôles. Un premier rôle qui est de donner du sens au métier par des textes plus ou moins spirituels, bien qu'il n'y ait pas du tout de confusion pour lui entre son engagement religieux et son engagement dans la céramique, mais où il dépasse, où il donne du sens au travail de la céramique, au-delà de l'objet. Et puis, deuxièmement, techniquement, il a publié la pratique des émaux, puisque en fait, il a un esprit de recherche. Il a cherché à comprendre les phénomènes et il a publié le répertoire des émaux de Gray. Il a travaillé sur les températures de fusion, etc. Et ces deux aspects sont très importants. Il y a un panorama ici de son amour de l'émail, là aussi en relation avec la matière, et là aussi en relation avec les origines de la matière, puisque une de ses dernières démarches a consisté à entraîner un groupe de potiers de la région de Cluny pour aller dans les carrières et voir d'où venaient les matières qu'ils utilisaient. Ils se sont engagés même par écrit à ne produire des œuvres qu'avec les matières qu'ils avaient collectées dans les carrières. J'ai rapproché de deux personnes, de deux céramistes qui ont aussi des étagères monographiques, qui ont, je dirais, une multitude d'influences et qui sont presque pas en opposition, mais dans deux démarches. Donc Champy, un peu un des chefs de file de cette génération, que je caractérise comme l'homme du geste, qui déforme la matière et qui a une espèce un peu comme Picasso, il prend une pièce et puis il la travaille et on reconnaît un Champy. Et puis Alain Godbert, qui lui est l'homme de la couleur, qui d'ailleurs a un tempérament de peintre et qui dessine beaucoup avant de faire ses pièces. Et donc il y a une composition, vous voyez cette composition de intérieur-extérieur de l'émail. Ce bol est un bol de Chypre.
de moins 2000. Et ce bol, il a des frères dans une étagère au Louvre de fouilles à Chypre, des fouilles qui ont été faites dans les années 30, et donc il y a un certain temps. J'ai eu la chance de trouver ce bol. Et ce bol, il y a quelqu'un qui l'a, les mêmes travaux plutôt, qui a vu les mêmes au Louvre, et pour elle, c'est sa référence, et c'est Laetitia Pineda. Son influence, même si c'est aussi lié à une possibilité d'utilisation pour le thé, c'est la Méditerranée, et d'ailleurs, la construction formelle de ces pièces n'a rien à voir. Ceci dit, c'est aussi un travail où elle prépare ses matières, c'est un travail où elle modèle pendant de très longues heures, et où elle cuit au bois, à 100 pyromètres, à l'œil, de façon à contrôler avec beaucoup de sensibilité toute la cuisson. Ici, une forme qui est la troisième forme au fond. Hein. Il y a les cylindres, en gros, hein, les bols à thé, c'est beaucoup des bols sur la base du cylindre. Il y a le cône qu'on a vu avec les songs, et puis il y a l'hémisphère. Voilà. Et ça, c'est un signe. Alors, c'est Pakistan moins 2000, un autre site de fouilles que je n'ai pas nettoyé, hein, qui est resté dans son jus, avec un décor abstrait très, très discret. Alef Sisbi, grande dame de la céramique contemporaine. Alef Sisbi est une Turque qui a mis au point ses bleus, et Alef dit « Moi, je suis influencée par la Mésopotamie, il y a des pièces archéologiques chez elle, pas par les émaux, mais par les formes, et elle a ces deux formes, hein, elle a mis au point, elle a quelques formes comme ça, qu'elle décline en différentes dimensions, et elle a créé ces émaux, qui pour moi sont un peu des Rothko, enfin, avec des vibrations. Elle estime que le trait, qu'elle définit ici, il donne toute sa consistance, sa solidité, son équilibre à la pièce. Donc il y a un travail extrêmement sensible de ce point de vue-là. Autre personnage, Claire de Brille. Claire de Brille, pour moi, c'est la personne du jugement. C'est quelqu'un qui a un jugement sur l'art, sur les artistes, sur la création d'une justesse infinie. Dans ses références, elle cite comme grand homme de l'art Pierre Soulages, alors que formellement, ces pièces n'ont rien à voir. Son travail est assez particulier techniquement, puisque c'est une faïence, ce qui du coup me permet de le rapprocher des origines proche-orientales. C'est une faïence modelée, elle n'a jamais tourné, et c'est une faïence modelée cuite au four électrique, puisque contrairement aux amis du four à bois, elle ne veut pas d'intervention du feu, donc elle veut que ce qui sorte, c'est ce qu'elle y a mis. Voilà. Alors, je mets ça pour voir. Donc, on peut plus. C'est des pièces que les collectionneurs ne lâchent pas. Mais quand on voit ces subtilités de ces émaux, de ces limites entre les deux émaux, je suis très ému. Et enfin, la sigillée. Alors, la sigillée, un bol ancien, j'espère ancien, dont la provenance n'est pas connue. Alors ce bol, il me permet d'avoir un petit témoin de la sigillée gallo-romaine, dont je rappelle que c'était la vaisselle des Romains, que les principales zones de production étaient en Gaule romaine, et qu'on en a trouvé partout dans l'Empire, jusqu'aux frontières de l'Empire romain, en Écosse, en Allemagne, etc., et qu'on a trouvé une caisse de sigillée de la Grophozinque à Pompéi. Alors c'est oublié, il n'y a plus que les archéologues qui s'y intéressent pendant 2000 ans, et encore c'est surtout après Pompéi qui commence à s'y intéresser. Et puis il y a un potier qui s'appelle Pierre Bayle, et ça c'est très méditerranéen, qui est originaire de l'Aude, qui est en contact direct, est en contact permanent avec les archéologues. Quand il est à Paris quelques années, il va au Louvre dans les salles égyptiennes et grecques. Et quand il rentre à côté de Carcassonne, il continue à regarder tout ce qui se faisait en archéologie dans la région. Et à un moment donné, il invente, on peut dire il invente, parce que vraiment ce n'est pas la copie des sigillées anciennes, hein. Il invente une technique de fabrication
qui consiste à épandre une couche d'argile qui va vitrifier à la cuisson. C'est une cuisson à basse température, au bois principalement, une monocuisson la plupart du temps. Et le deuxième maître de cette technique, c'est Jean-Paul Azaïs, lui aussi méditerranéen, donc il n'a jamais voulu faire de bol, il n'a rien à voir avec le bol à thé, ce n'est pas les mêmes techniques exactement que Pierre Baïl, et il arrive à faire ses décors, et puis à un moment donné, il a voulu faire des nids, il s'est inspiré des calebasses, et maintenant il fait une série de bols. Pour lui, c'est un hémisphère, et c'est la base d'une calebasse. Et puis, il se trouve qu'il y a une jeune génération, la sigillée a séduit une jeune génération, c'est parmi les plus jeunes, sans doute les plus jeunes de la collection, un des pratiquants, on va dire, et Alain Desquin qui est là, et voilà un bol d'Alain Desquin qui a été produit dans l'Aveyron à Pradinas, quand il avait son four à Pradinas. Le bol est un objet courant, simple et banal. Et pourtant, ici, ils sont tous différents. Chacun de ces bols exprime la façon de travailler de son auteur, son vocabulaire formel, son écriture. Mais ce qui apparaît, c'est la priorité accordée par cette génération à la matière. L'étape réellement créative est celle du façonnage, c'est-à-dire du dialogue avec la matière, écouter la matière, qui mobilise les mains, le corps, mais aussi l'esprit. Et c'est à ce moment-là qu'ils inventent de nouvelles formes et créent des œuvres d'art, et c'est en ce sens qu'ils rejoignent l'expressionnisme abstrait. La forme est simple, elle n'impose que des règles minimales, des parois et un vide, un peu comme le sonnet pour le poète. C'est en ce sens que le bol est le plus abstrait des contenants.